Bonjour, bienvenue à vous tous, amis de Canal 10, amis de Culture Business. Patrice Jean pour vous servir. Très, très heureux, comme chaque samedi, de vous retrouver pour notre rendez-vous économie, notre rendez-vous Culture Business. Aujourd'hui, il fait franchement un temps magnifique. Pour ceux qui sont dans l'Hexagone, vraiment, ils auront tombé. Il y a un soleil éclatant et ça nous donne on est dans le carême. Et là, ça nous fait du bien aussi. Parce que nous avons un bon petit mois la pluie et voilà. Donc c'était pour la minute météo. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Donc alors aujourd'hui nous allons parler d'immobilier, du marché de l'immobilier avec deux intervenants. Nous allons essayer d'aborder un peu cette question sur plusieurs angles, de manière à mieux vous éclairer, vous qui peut-être avez envie d'investir dans l'immobilier, avez envie d'en faire un business, ou simplement vous êtes une famille et vous souhaitez avoir un bien pour la transmission et pour votre confort. Voilà, on va discuter un peu de tout ça, on va voir un peu les aspects sur à qui s'adresse le marché, parce qu'il y a des questions aussi sur ce sujet. On va parler aussi de l'indivision, un problème épineux qui gangrène, on va dire, nos différentes communes. C'est une vraie plaie par moment dans des communes qui ont du mal à trouver des espaces pour se développer. Et surtout qu'on est un pays qui s'oriente vers le tourisme avec ces théâtres de maisons abandonnées, ça fait pas bien dans le paysage. On va essayer de définir ce que c'est que l'immobilier d'affaires, l'immobilier particulier, on va parler de tout ça. C'est quoi le métier d'agent immobilier? On va parler aussi un peu de fiscalité. Et on finira par se poser la question de la fameuse SCI, dont on parle beaucoup. Est-ce que c'est un avantage? S'il y a un avantage, quel est-il pour nos familles et nos businesseurs? Alors, en premier lieu, je tenais simplement à faire un salut pour l'émission d'avant. Notre ami naturopathe qui, comme à son habitude, propose une émission magnifique sur la question de la santé. Et avec deux personnes invitées, magnifiques, deux dames. Je tenais à le souligner parce que très souvent, quand on voit nos femmes naturelles, c'est-à-dire avec les cheveux naturels, l'éclat, voilà, le technicien rigole, mais c'est vrai, il faut le dire que nous sommes contents de voir nos femmes retrouver leur essence, leur sens, parce que ça se voit qu'elles sont en pleine santé, ça se voit qu'elles sont belles et épanouies, et nous sommes très contents, nous les messieurs. Voilà, n'est-ce pas Yann? Voilà. Donc je parlais au nom de beaucoup d'hommes, je pense. Alors la deuxième chose que je souhaitais dire avant de passer la parole à mes amis, j'ai eu l'occasion de visiter l'IUT et la faculté de Saint-Claude. Et je tenais vraiment à féliciter ces établissements pour la qualité de l'équipe pédagogique, la qualité de l'équipe technique, et la qualité aussi des élèves qui ont mené à bien des portes ouvertes avec brio. Et ça nous rassure en fait sur l'avenir du pays, un pays où il y a énormément de pessimisme. Beaucoup de gens ont peur de l'avenir, beaucoup de gens voient la Guadeloupe comme une enclave, et on décide que notre jeunesse doit partir ailleurs. Et pourtant, cette jeunesse, elle est brillante, cette jeunesse, elle a soif, cette jeunesse, elle a envie. Et la qualité des universités en Guadeloupe, et il faut encore le dire encore, nous avons des universités de grande qualité. Alors félicitations aux professeurs, félicitations à toutes les équipes, et continuer comme ça de former notre jeunesse. C'est un établissement à Saint-Claude qui est magnifique, donc au niveau de l'architecture. Vraiment, les jeunes étudient dans un cadre idyllique, et je tenais à le signaler, parce que des fois, nous ne parlons rien qui des critiques, mais là, ça belle, il faut nous dire ça belle. Brigitte, qu'est-ce qu'on fait? Bien. Si maintenant, ça a tenu un lourd événement économique en Guadeloupe, qui était très intéressant. Et semaine prochaine, nous savons que c'est la journée de la femme. Donc, il y a énormément, en pile manifestation qui a glorifié femmes, qui a montré qu'à femme fait, qui au niveau politique, au niveau économique, au niveau social. Donc, nous qui basons toutes les informations, voilà, qui peut trouver aussi sur les réseaux. Et puis, sincèrement, aller voir ces manifestations-là, ça lui participer
rencontrer chefs d'entreprise, rencontrer monde dans la société. C'est intéressant. Alors, nous avons qui est intéressant, on a fait une petite publicité, nous avons sur notre chaîne, lundi soir, nous avons, comment ça s'appelle, en émission, en documentaire, c'est première femme maire de Guadeloupe et des Antilles. C'est qui, moi? C'est mon Baclé. Non, Baclé, en Marie-Galantaise, mon Baclé. Et c'est un journaliste guadeloupéen qui fait émission à ça, 52 minutes, si vision à si politique, qui sont politique à mini jeudi au Guadeloupe, et si il était toujours dans les affaires, qui j'ai été montré, qui vision en tout cas politique en Guadeloupe aujourd'hui à la Réunion Capran. Très bien, retour d'expérience. Français, mais qu'en fait? En bien. En bien. Je t'ai vu publier la magnifique coupe réalisée par ta fille. Je la félicite Voilà, encore. et de dire Je ta l'encourage fierté, encore, voilà. oui. Parce que jeunesse en nous, c'est force en nous. Tout à fait. Et encore commencer par moi. Parce que encore bailler l'exemple pour d'autres pays aussi. Parce qu'il faut nous encourager jeunesse en nous. Dans ça, ils aimé, dans ça, ils ont fait, dans l'initiative, ils ont prendre. En fait, je dis aussi que moi, mars, c'est le mois à droit de la femme. Mes femmes, j'ai évolué et qui a évolué encore tous les jours. Après qui, un mois que la femme a l'honneur, surtout en Guadeloupe, parce que femme, si t'es là, il y a travail pour Guadeloupe, il y a travail pour Guadeloupe, il y a travail pour jeunesse et pour économie à pays. Et dans le militantisme aussi, on voit ces beaucoup femmes dans qui le amènent des résultats. militantisme. Et je voudrais vraiment saluer le travail de toutes les femmes de la Guadeloupe, de ce siècle et d'avant, parce que c'est grâce à eux nous la joute là. Très bien. Alors tout de suite, on va donner la parole à notre invitée, Isabelle Francisque. Je rappelle que tu es fondatrice du cabinet 3FC, qui va bientôt s'appeler Maat Immobilier. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, bonjour. Voilà, donc merci de ta présence. Avec toi, on va voir un certain nombre d'éléments sur l'immobilier. Avant tout, on va partir du côté des enregistrements. On commence avec toi, Brigitte. Tout à fait. Pour le compte-rendu d'une manifestation organisée par les Premières de Guadeloupe, un petit déjeuner réseautage. Qu'est-ce que c'est? On va voir l'enregistrement d'abord, l'interview de la présidente, et ensuite, Brigitte va nous dire comment ça s'est passé. Parfait. Oui, bonjour. Les premières à initier aujourd'hui sont petit-déj réseautage dans le but de réunir des chefs d'entreprise de notre écosystème afin de leur présenter un parcours particulier du retour au pays pour nos jeunes créateurs qui voudraient revenir au pays, peut-être pas obligatoirement cette année, mais dans quelques années, qui sont partis et qui puissent revenir créer dans notre entreprise. Et pour cela, nous sommes associés à Mouv'J, qui est une association qui s'occupe, qui entre dans le programme Un jeune, un mentor, labellisé par le ministère des Outre-mer. Et donc, cette association propose un parcours pour 10 jeunes qui souhaitent s'intéresser déjà à un retour au pays, alors, qui a une idée d'une création ou d'une entreprise, même si cette création n'est pas dans l'immédiat, mais pouvoir les accompagner avec l'aide de mentors qui sont sur le territoire et qui puissent un peu les guider dans leur démarche de création d'entreprise et connaître l'écosystème guadeloupéen. Mais en même temps aussi, c'était une occasion pour les premières de renouveler aussi sa demande de mentor, justement parce que nos porteuses de projets ont souvent besoin de modèles inspirantes pour pouvoir avancer dans leur création. Alors le mentor, ce n'est pas quelqu'un obligatoirement dans le même domaine que le porteur de projet. C'est un chef d'entreprise quand même qui a déjà une expérience, qui connaît quelque part les embûches et les avantages aussi de l'entrepreneuriat et qui peut entendre, écouter ce que dit le porteur et l'accompagner par des recommandations, des conseils, en gros.
Et donc, ça consiste à quoi? À consacrer 2 heures peut-être par mois à ce mentorat. Donc, c'était surtout l'objectif de notre petit déj réseautage de ce matin. On va mettre les images et la manifestation et Brigitte va nous parler un peu qui était présente à cet événement. Quelques images pour voir un peu la teneur de la manifestation. Brigitte, si tu peux nous en dire un mot. Oui, alors ce vendredi 3 mars, de 7h30 à 10h30, donc les premières ont organisé de Guadeloupe, donc qui est un incubateur, le premier réseau d'incubateurs de Guadeloupe, a organisé ce petit déjeuner réseautage. Donc l'objectif était de mettre en relation des entrepreneurs et de leur présenter deux opérations. Donc 2 opérations qui sont menées aujourd'hui par Mouvji, qui est un partenaire des premières de Guadeloupe, où il s'agissait d'accompagner, donc mettre en place le mentorat et d'accompagner les entrepreneurs, donc qu'on soit jeunes en termes d'âge, mais aussi en termes de nouvelles activités, créateurs de nouvelles activités, d'accompagner ces personnes de manière à ce qu'elles puissent avoir un modèle et qu'elles puissent avoir comme support un chef d'entreprise qui est déjà en activité, qui a une expérience et qui lui permet de bénéficier de cette expérience et des éléments. Donc, on aura les images tout à l'heure. Donc, nous étions environ une vingtaine, 15 à 20 participants. Donc, des personnes très connues. Il y avait des personnes, la directrice de Sinistar. Il y avait un de nos représentants qu'on a rencontré dernièrement du réseau BNI. Ah oui. De ce monsieur Salomé. Nous avions des entrepreneurs dans divers domaines, dans l'agrotransformation, dans l'accompagnement à la création, l'ingénierie d'entreprise également. Alors, durant donc les premières de Guadeloupe qui se disent en fait être une structure créatrice d'entreprise, donc qui accompagne les créateurs d'entreprises femmes, mais aussi les équipes mixtes. Donc, c'est la création d'entreprises d'activités innovantes ou encore activités à impact. Donc, ce club d'investisseurs, en fait, cet incubateur, a plusieurs missions. Donc, la mission d'accompagnement, quel que soit le stade de l'idée, donc à la concrétisation du projet. Dans le cadre de l'opération qui s'est tenue vendredi, il s'agissait de présenter deux principaux projets. Donc, le premier, qui est le prix Mouvji, donc M2OVJ2E, donc qui est un prix... une récompense, en fait. Tout à fait. Donc, c'est un concours qui s'adresse aux 18-30 ans, concours de personnes qui veulent créer ou qui sont en primo-créateurs, et donc avec une dotation de plus de 150 000 euros. Donc, la clôture des inscriptions sur le 16 mars. Donc, il faut qu'ils puissent s'inscrire sur le site internet, donc Mouvji M2OJ2E.fr. C'est quand même ouvert à tout le monde ou ça? Ouvert tout secteur d'activité. Non, tout secteur d'activité, quel que soit, il n'est pas obligatoire d'être membre des premières. Simplement être porteur d'un projet. Très bien. Et immatriculé? Non, pas forcément. Ah, non, pas du tout. Non, pas du tout. Donc, c'est un dispositif qui est, enfin, un prix, un concours qui est très intéressant. Et le deuxième projet, c'est un jeune, un mentor. Donc, c'est une aide à l'accompagnement, donc pour les entrepreneurs qui sont au niveau national, par contre, et qui veulent retourner au pays. Donc, il s'agit, à travers cette plateforme, de les aider, de les encadrer, de leur apporter tout le soutien, donc via un mentor, et lorsqu'ils reviennent sur le territoire local, sur le territoire guadeloupéen, de leur permettre de mieux connaître l'écosystème, de mieux connaître le marché et d'avoir des échanges avec des chefs d'entreprise locaux. Très bien. Retour d'expérience, carnet d'adresse, etc. Tout à fait. Alors ça, c'est un dispositif qui existe et qui sera vraiment actionné, donc qui fonctionne déjà. Et la première session sera le 30 mars. D'accord. Voilà. Donc, si nos téléspectateurs veulent s'inscrire, participer... Alors, participer directement au concours, donc c'est Mouvji, allez s'inscrire sur le site internet. 2 O. M2OVJ2E.fr. Et donc, sur cette plateforme-là, il y aura nous trouverons des informations tant pour le prix que pour le projet d'accompagnement Un jeune, un mentor. Il faut préciser aussi, parce que souvent les gens ont cette crainte de la question de la confidentialité. Je ne gagne pas, je ne suis pas retenu. Que faisons de mon projet? Tout à fait. Alors, ce que je peux dire, moi, de manière générale, tous les professionnels qui sont dans le domaine de la création d'activités entreprises, nous avons une déontologie.
la déontologie est de recevoir le porteur de projet ou le chef d'entreprise, de l'aider à accompagner, mais nous ne sommes pas autorisés, nous ne devons pas divulguer le projet. Donc, ils sont rassurés. Au niveau des premières, s'il y a un très bon encadrement, ce sont tous des professionnels. Donc, il n'y a pas de divulgation, d'information, etc. De toute façon, quoi qu'il en soit, lorsqu'on a un projet, quel que soit le secteur d'activité, tout le monde a l'idée qui est plus ou moins similaire. Qu'est-ce qui différencie? C'est l'investissement de l'individu dans son projet qui fera que le projet A de Mme Francisque ou de Mme Coquin fonctionnera et pas le mien. C'est l'investissement. C'est vrai il y a des petites subtilités. Donc les subtilités, généralement, on ne les donne pas dans le projet. Mon projet va fonctionner plus que celui de Mme Francisque ou de Mme Coquin parce que j'aurais, imaginons, mis en place mon label, je me serais protégée auprès de l'INPI, j'aurais rencontré des bons acteurs. Mon projet va fonctionner parce que je me suis entourée des bons accompagnateurs. C'est cela. Je sais pas. Et puis moi, je mettrai en avant l'unicité de chacun. Hein. Voilà. C'est surtout ça. On a une idée, quelqu'un a la même idée, mais pas conçue de la même façon. On a chacun notre unicité. Donc, en fait, les projets ne sont pas pareils, les projets ne se valent pas, même si c'est dans le même secteur d'activité. Très bien. Des fois, il y a cette crainte-là. Hein. On sait où on est, où on vit. Donc, il est important de dire qu'il y a une dynamique de confidentialité qui va vous permettre de protéger vos idées, parce que des fois, les gens viennent avec des projets, même si ce ne sont pas la même architecture, la même méthode, mais si la personne a plus de moyens que vous, oui, voilà. Donc ça existe. Donc, et puis, il y a une déontologie qui est vraiment respectée. Voilà. Juste une dernière question. Est-ce que tu as parlé de projets à forte valeur ajoutée? Est-ce que c'est un des critères? Non, ce n'est pas un des critères. C'est vraiment la faisabilité, la rentabilité du projet. Alors, lorsque le porteur présente son projet, il n'y a pas... en fait, c'est la viabilité, la cohérence du projet. La faisabilité et la cohérence du projet qui est analysée. Après, il est accompagné pour la rentabilité. Je pense à ça parce qu'il y a des projets dans le cadre du social. Oui. Il y a beaucoup d'idées dans le cadre du social qui ne sont pas des projets à forte valeur ajoutée, pourtant qui peuvent être intéressants pour notre territoire et qui peuvent nourrir son homme. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Voilà. Donc, quel que soit le secteur d'activité et pas forcément un projet... alors, c'est vrai, parfois on dit innovant, mais l'innovation ne se porte pas, n'est pas que technologique. Elle est dans le mode de fonctionnement, dans le modèle économique, voilà. Elle est aussi dans le mode de commercialisation. Et peut-être parfois, on peut changer de... Comment dirais-je? C'est le modèle économique. Voilà. OK, pour ce sujet, rapprochez-vous des premières. Et Brigitte, tu as le numéro de téléphone ou un site pour rapprocher des premières, non? Alors, première de Guadeloupe, je cherche ça, je vous donne ça tout à l'heure. D'accord. On va revenir sur ça. Voilà. Alors, on va partir du côté du téléphone avec monsieur Lubino, qui est conseiller en immobilier, le temps que Yann l'appelle. Nous allons d'abord parler de ce que c'est que l'immobilier. On va définir ce que c'est que l'immobilier, puisque c'est une grande question. Et interroger aussi quelqu'un qui est sur le terrain, Madame Isabelle. Oui, c'est bien ça. Voilà. Isabelle Francisque. Bon, je vais t'appeler Isabelle. Moi, je tutoie facilement. Ici, ça me convient. Voilà, ça me convient. Donc, alors, Isabelle, il y aura un échange entre vous. Tu peux répondre à toutes les questions. C'est très ouvert. Okay. Et l'histoire ici, c'est d'être pédagogique et d'expliquer combien que nos téléspectateurs puissent comprendre de quoi on parle. Monsieur Lubino, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Comment ça va, Jean-Luc? Ça va? Oui, bonjour. Oui, est-ce que tu peux mettre l'image pour qu'on voit à qui on parle? J'ai l'image, oui. Non, pas toi, je parlais au technicien. Ah, oui, voilà. Merci d'être avec nous. Donc, tu représentes la société IAD. Tu es... tu es conseiller en immobilier. Et donc, tout d'abord, merci. Et tu devais être en plateau avec nous. Malheureusement, il y a eu un problème avec un problème de véhicule. Donc, j'espère que ça va aller. Donc, on va faire par téléphone. Donc, alors, on aimerait d'abord définir ce que c'est que l'immobilier. Tu es agent conseiller immobilier. Quel est ce métier? C'est quoi le métier d'agent immobilier, de conseiller immobilier, pardon? Il faudra couper le retour. Hein. Écoute dans le téléphone. Alors, le conseiller immobilier, en fait, c'est la personne qui accompagne...
c'est la personne qui accompagne. Il faut couper ton la retour, vendeur. Jean-Luc. Ouais. Jean-Luc, Ah, le bien. Ok. il faut couper le retour. Il D'accord. faut écouter dans le téléphone. Sinon, il y a D'accord, voilà. un délai de latence. C'est bon, c'est fait. Très bien. Donc voilà, donc, le conseiller immobilier, c'est une personne, donc, comme son nom l'indique, qui va conseiller les clients, que ce soit un client vendeur ou un client acquéreur. D'accord? Une personne qui recherche, une personne qui vend. OK? Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir l'accompagner jusqu'à la signature de l'acte authentique du client. Voilà, donc on fait toutes les étapes qu'il y a à faire. Donc on le conseille sur ce qu'il doit avoir comme document. On prépare les dossiers. On lui recherche ses clients acquéreurs. Et à la fin, on lui propose bien sûr la signature de son acte authentique chez le notaire. D'accord. Concernant les deux positions, je suis acheteur ou vendeur, j'ai Oui. un bien que je veux Oui. vendre. Quand on dit Oui. accompagnement, ça sous-entend quoi? Si c'est quelqu'un qui n'a Alors, aucune l'accompagnement, connaissance, qui ça veut souhaite dire simplement... Pardon, excusez-moi. Donc l'accompagnement, ça veut dire que je lui demande les documents qu'il faut pour une vente. Ensuite, je lui m'occupe de la commercialisation du bien. C'est-à-dire que je vais mettre sous annonce pour avoir des acquéreurs. Ensuite, je fais les visites pour lui. Je m'occupe du bien de A à Z, quoi. Donc je fais les visites et après les visites, je vais tout simplement faire la phase administrative avec le notaire. C'est-à-dire tout d'abord signer un compromis et après signer l'acte de vente. D'accord. Est-ce qu'il faut avoir absolument les papiers au niveau des documents? Parce qu'on sait que chez nous, beaucoup de personnes ont des biens hérités de la famille et des fois, ils n'ont pas tous les papiers. Isabelle, à tout moment, tu peux compléter, hein? Oui. Oui, Ouais. effectivement. Alors, je suis totalement d'accord avec ce que M. Lubineau a dit, mais je voulais quand même apporter une petite information complémentaire. Alors, effectivement, la profession est réglementée par une loi. Donc, c'est la loi, en fin de compte, Hoguet de 1970, d'accord, qui réglemente et qui encadre la profession d'agent immobilier. En fin de compte, l'agent immobilier, c'est celui qui a la capacité d'exercer, donc qui détient la carte professionnelle. Et la carte professionnelle, en fin de compte, elle est obtenue grâce effectivement à la capacité qu'a cette personne de pouvoir exercer. Donc, il faut souvent avoir à la clé, effectivement, soit un diplôme dans le droit, ou soit un diplôme qui sera effectivement homologué par les autorités compétentes, ou soit de l'expérience, effectivement, dans le domaine de plus de 10 ans. D'accord. Et à partir de là, aussi est assorti de cette carte une garantie financière et ainsi qu'une RCP, c'est une assurance, d'accord, qui couvre justement l'activité. Donc c'est important quand même de faire d'apporter cette petite information parce que le risque encouru par un agent immobilier qui exerce sa profession avec sa carte n'est pas le même qu'un conseiller immobilier, voilà. Exactement, parce que voilà, qui agit pour le compte d'une société, voilà, qui le mandate. Très bien. Donc lui, effectivement, M. Lubineau est encadré par une société qui est située au national, qui lui dispose de plusieurs conseillers effectivement sur place, qui justement à qui il donne des mandats qui lui permettent effectivement d'exercer la profession. Alors l'agent immobilier aussi, grâce à ces assurances qui le couvrent, a la possibilité de signer ce qu'on appelle des compromis de vente sous seing privé. Et d'autres, effectivement, préfèrent passer par le notaire, mais nous, grâce effectivement à cette expérience et à cette capacité que nous avons, nous pouvons signer nous-mêmes nos compromis et nous transférons, en fin de compte, le dossier complet au notaire et nous agissons pour le compte du vendeur et de l'acquéreur auprès du notaire. Donc, nous encadrons la vente. J'ai un bien, je veux le vendre, quel type de document il me faut? Alors, j'ai un bien. Alors, il faut... Jean-Luc, tu peux répondre aussi, hein? Je peux Oui, bien sûr. Oui, allez-y, hein? Alors, comme c'est plus bas, donc... Voilà, ensuite, Brigitte, tu as une question. Ouais. Alors, ça dépend, en fin de compte, ça dépend d'où on se situe. Mais en général, il nous faut l'acte de propriété pour vendre, d'accord, en bonne et due forme, publié. Nominatif. Alors, c'est vrai que c'est compliqué de comprendre ce que je veux dire, mais on a en fin de compte une administration, d'accord, qui s'appelle la conservation des hypothèques, qu'on appelle aussi SPF, Service de publicité foncière. Donc, cet acte de propriété dont on dispose, il doit être publié dans cet édifice. Ça arrive, et c'est pour ça aussi que ça nous fait perdre du temps dans les procédures, que cet acte ne soit pas publié en temps voulu. Alors, pour un appartement, parce que pour les divers biens, on a effectivement différentes
documents que nous demandons. Mais c'est pour ça qu'on demande l'acte de propriété déjà en priorité, parce que dessus, on peut voir qui est propriétaire, parce que souvent les gens se trompent. Certains, les plus récents, savent effectivement que c'est eux qui ont acheté, donc il n'y a pas de problème. Mais les anciens titres, parfois effectivement dessus, il y a par exemple un monsieur qui a acheté seul, et qui était marié sur la communauté. Et malheureusement, à l'époque, nos parents, malheureusement, du moins à l'époque, les messieurs, ne considéraient pas la femme comme étant effectivement propriétaire. Sauf qu'on leur dit qu'elle doit agir, qu'elle doit signer, sans quoi l'acte n'est pas valable. Et ça, ils ont du mal à le comprendre parce qu'ils ont acheté eux-mêmes, ils ont payé, ils ont été chez le notaire tout seul. Mais clairement, juridiquement, la compagne, l'épouse, est engagée. Même s'ils se sont séparés, parce que souvent ici, on se sépare sans aller effectivement en justice pour faire le divorce. Exactement. Donc, pour aller chercher la dame qui vit maintenant avec quelqu'un, c'est compliqué. Voilà. Donc, mais en tout cas, voilà, pour un appartement, pour un terrain et ainsi que pour une villa, il faut avoir différents documents. L'acte de propriété, c'est vraiment l'acte majeur. Et ensuite, il y a différents actes effectivement à délivrer et des actes techniques aussi, comme par exemple le diagnostic obligatoire, amiante. Obligatoire. Voilà, amiante. Alors, pour être plus clair, parce que si le monsieur, justement, il n'est plus avec la dame, il faut qu'il y ait l'autorisation de la dame aussi. Il faut qu'elle signe et elle doit sa part. D'accord. Bon, voilà. Ça mérite d'être clair. Brigitte. Oui. Alors, je voulais juste apporter une précision concernant les cartes professionnelles. Donc, les cartes professionnelles sont bien délivrées par la Chambre consulaire des îles de Guadeloupe, la CCIG. Et donc, elles sont... Alors, la CCIG délivre ces cartes et elle délivre aussi tous les autres documents qui sont nécessaires à l'activité, à la mise en place de l'activité de profession immobilière. Donc, il y a les cartes professionnelles, il y a les attestations de collaborateurs, et puis il y a les récépissés de déclaration qui sont obligatoires avant l'ouverture de la structure et l'ouverture de l'activité. C'est ça. Voilà. Il y a des jeunes qui nous regardent ce matin. Quel parcours, disons qu'il a le bac, comment faire pour devenir agent immobilier? Alors, pour devenir agent, donc là, on parle de manière méthodique. Méthodique, on parle de, voilà. À part aimer son métier, c'est autre chose. Tout à fait. Mais de manière méthodique, on va dire effectivement que si on veut devenir agent immobilier, donc il y a, on peut faire par exemple un BTS, d'accord. Donc il s'agit des professions immobilières, et après aller à la licence. Et dans ce cas, effectivement, on peut avoir la carte professionnelle pour exercer. Mais il est toujours mieux venu, en tout cas, même si on a... Parce qu'avec ce diplôme, on peut le faire, même si on n'a pas l'expérience. Je conseille souvent, par rapport à tout ce qu'on vit dans ce milieu, d'avoir un peu d'expérience, effectivement, pour comprendre le marché. Qu'on gère, hein. Exactement. L'expérience, c'est significatif. La plupart de ce milieu... Parce que j'ai oublié de dire que cette profession, en fin de compte, l'agent immobilier est un intermédiaire, avant tout. Qui dit intermédiaire, dit relation avec plein de gens. Voilà. Alors, Patrice, je voulais apporter une précision, s'il te plaît. Fais comme chez toi. Voilà. Alors, il faut savoir que nous, chez IAD, en fait, comme disait Dame, effectivement, on utilise la carte professionnelle représentée par la société IAD elle-même. Mais il faut savoir qu'on est en travail également en réseau. D'accord? Par rapport à ce réseau, en fait, on a la possibilité de pouvoir nous faire du recrutement au sein d'une équipe. Voilà, donc c'est ce que je fais en ce moment. Moi, sous moi, j'ai plusieurs personnes qui travaillent avec moi. Il faut savoir que c'est un réseau d'indépendants, en fait, mais chacun indépendant. Ce ne sera pas des gens qui vont travailler avec moi, ça ne va pas être mes employés, ça va être un réseau d'indépendants qu'on constitue. Et par rapport à ça, donc, on a toute une batterie de formations derrière, donc, notamment du présentiel, de l'université en ligne aussi. Donc voilà, donc on a vraiment, qu'on fait ce travail la personne vient chez IAD, en fait, elle a tout un système qui permettra de travailler directement. Ça veut dire qu'il a de quoi publier, il a de quoi faire les visites, tous les documents officiels, et tout ça c'est validé, sous couvert bien sûr d'une responsabilité civile aussi qui est prévue. Et voilà, donc, et le RSA, tout est prévu pour que la personne puisse travailler normalement assez rapidement, et elle sera accompagnée tout au long de sa carrière, on va dire, dans l'immobilier, quoi. Donc voilà, donc, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Alors, justement, par rapport à... Tu avais une question, Brigitte, non? Non, je disais simplement que le lycée professionnel Augustin Aaron à Bémao prépare au BTS profession immobilière. Très bien. Alors, on a parlé justement avec Isabelle sur la dimension, la gestion de l'humain. On sait qu'il y a l'humain, mais
Mais c'est aussi les questions de foncier, de maison et tout ça. C'est la famille. C'est compliqué des fois. Ça veut dire qu'il y a une notion psychologique aussi. Il y a du droit, mais il faut aussi être bien assis pour pouvoir... Parce que souvent, quand on arrive dans des questions d'indivision, donc il faut avoir une certaine dose de capacité. Vous qui êtes sur le terrain, comment ça se passe? Alors, donc, moi, je vais juste rappeler effectivement ce que je fais et qui je suis rapidement, Très d'accord? bien. Oui. Donc, nous sommes effectivement... On a des images aussi, hein, si tu veux les passer en même temps. Continue. Voilà. Donc, le cabinet 3FC, qui est actuellement cabinet 3FC, qui va bientôt se transformer et qui, effectivement, redore un petit peu son blason. Et le cabinet 3FC, effectivement, est un cabinet de conseil en immobilier où on a plusieurs piliers. Donc, c'est le pilier de la facilitation successorale et le pilier de l'agence immobilière. D'accord? Donc, dans la facilitation successorale, nous ne sommes ni avocats et ni notaires. Nous travaillons en réseau, nous nous appuyons aussi sur les expertises de ces spécialistes. Moi, clairement parler, je suis quelqu'un qui aime les gens, qui aime mon métier et qui adore le relationnel, mais je n'ai pas de qualification effectivement dans la succession. Mais avec l'expérience du terrain, aujourd'hui, je peux définir avec mes clients des stratégies pour leur permettre de sortir de l'indivision. Alors, l'indivision, c'est quoi en fin de compte? C'est une situation juridique dans laquelle, effectivement, plusieurs individus détiennent des droits. Alors, il faut réexpliquer aussi à nos auditeurs, et peut-être à vous, que les personnes aujourd'hui qui sont, par exemple, sur des terrains familiaux sont juste des occupants. Ce ne sont pas encore des co-indivisaires. Ce sont juste des héritiers présumés. Mais ils ne sont pas encore arrivés à la situation d'indivision. Donc, quand on parle d'indivision en Guadeloupe, on n'est pas encore arrivé à la situation d'indivision. Nous avons pléthore d'héritiers présumés, ça c'est sûr. Pour pouvoir effectivement aller jusqu'à l'indivision, il y a un certain nombre de formalités à constituer. Et je rappelle effectivement que quand on parle de succession, une personne décède. Dès lors qu'elle décède, sa succession est ouverte. Mais pour pouvoir effectivement, comme on dit, régulariser la succession, il faut pouvoir aussi faire les formalités. Et ces formalités se font effectivement auprès d'un agent ministériel, et c'est le notaire. Maintenant, beaucoup de gens, effectivement, ont une méconnaissance, d'accord, de toutes les démarches qui sont à faire, et se disent « Oh mon Dieu, le coût va être élevé. Oh mon Dieu, on est en conflit, donc du coup, on préfère ne pas savoir. » Aussi, dès le départ, il y a beaucoup d'idées reçues aussi. Il y a beaucoup d'idées reçues, exact. Il faut démystifier, effectivement, la chose. C'est pour ça qu'on a pensé à toi. Alors, ce qu'on va faire, alors, justement, parce que là, tu as été trop vite, là. Alors, on va d'abord parler du marché, parce que je veux vraiment que les gens comprennent de quoi on parle. L'indivision, c'est un gros chapitre qu'on va reprendre tout à l'heure, si tu veux bien, avec Jean-Luc. On va parler du marché de l'immobilier. Aujourd'hui, vous qui êtes sur le terrain, qui faites des actes, on reviendra sur l'indivision, parce que je vois bien que c'est un sujet qui te passionne, et que c'est une orientation, l'option que vous avez choisie. Et à propos, parce qu'il y a énormément de situations. Alors, on va parler du marché de l'immobilier en Guadeloupe. Est-ce que c'est un marché qui se porte bien? Est-ce qu'il y a une forte demande? Ou est-ce que... qu'en est-il? Quel est le pouls de ce marché? Et quel est son poids? J'ai demandé beaucoup de choses, mais bon, c'est fait. Je laisse à M. Lumineau, je peux y aller. Comme tu veux. D'accord. Alors, comment on comme tu as dit. Effectivement. Alors, le marché immobilier, au premier trimestre, c'est ça, oui, au premier trimestre 2022, d'accord, il se portait bien jusqu'au deuxième trimestre 2022. Et il y avait vraiment une embellie, une belle dynamique qui se mettait en place. Et ça, ce sont des chiffres quand même qui ont été produits par l'Observatoire de l'immobilier. Bon. Par contre, effectivement, il y a eu un ralentissement à partir de juin. C'est dû à quoi? Alors, ce ralentissement qui est dû à partir de juin est dû effectivement aussi au ralentissement, à la lenteur administrative des procédures. D'accord? Et du fait que la fixation du prix par le vendeur est beaucoup plus importante. Et du coup, pour que ça puisse être ramené au bon prix, d'accord, ça prend un certain... La négociation. Voilà. Donc, ça veut dire que le vendeur proposait trop cher, c'est ça?
Il faut bien qu'on comprenne. Alors, oui. Le vendeur fixe son prix. Bon, l'agent immobilier est là, effectivement, pour fixer le bon prix. D'accord. Donc, l'agent immobilier va lui parler du bon prix. Il y a une- Maintenant, Mhm. le vendeur décide de son prix. Mais Donc, il y a une cotation qui se fait. Quand on ne propose pas un prix comme ça, moi j'ai une maison, je décide que je veux la vendre 500 000 euros, est-ce que c'est possible? Alors, Il y a normalement... oui, il y a une estimation. estimation. L'agent D'accord. immobilier va sur place, d'accord, et fait l'estimation. Il en fait part au vendeur. Mhm. Mais Il n'est pas tenu de respecter. Ah, au d'accord. Il résultat, n'est pas qui est-ce qui tenu de- décide? C'est est le libre, vendeur. d'accord. Il est Et libre. le marché est Oui, libre, exactement. Je voudrais rebondir là-dessus, Baptiste. Rebondis. Oui, oui. Je rejoins parfaitement madame, j'ai pas noté le nom. Isabelle. Isabelle, oui. Voilà, enchanté. Donc voilà, simplement, effectivement, c'est exactement ça. Parce que moi je suis conseiller immobilier. Alors, je fais la différence entre conseiller immobilier et agent immobilier. Le conseiller immobilier, l'agent immobilier, c'est surtout... Non, attends, Jean-Luc, comme on est pressé là, il faut aller vite. Elle a déjà défini. Donc, juste par rapport à la question que tu voulais compléter par rapport à son propos, s'il te plaît. Fixation du prix. La fixation du prix. Oui, non, mais après, pour le prix, effectivement, ça va être... je reprends ce que tu as dit. Donc, ça va être l'agent immobilier qui va donner le prix du marché. D'accord, voilà. Il va le proposer un prix du marché, et effectivement, si le vendeur il va décider de son prix. Après, on lui dit, la truc qu'on lui donne à ce vendeur-là, c'est que plus le prix est élevé par rapport au prix du marché, plus ça va prendre du temps pour se vendre. Donc c'est pour ça qu'on est là aussi pour lui dire qu'on veut se rapprocher du prix du marché pour vendre plus vite, quoi. Juste une précision, le prix du marché, c'est en fonction du lieu, de Oui. la surface, en fonction de quoi, le prix du marché? Le prix du marché, généralement, c'est lié justement à l'environnement, c'est-à-dire où se trouve le bien. Alors, une maison qui est à Sainte-Rose, c'est pas forcément la même maison, ce ne sera pas forcément le prix qu'il y aura une maison à Saint-François, par exemple, vous voyez. Donc, ça va être aussi, quand je parle d'environnement, ça va être aussi la vue, si c'est du mer, du montagne, vous voyez. Et pour finir, ça va être aussi le bien, quoi. Si c'est un bien qui est neuf, si c'est un bien qui est plus ancien, ça va dépendre de tout ça. Donc on prend en compte tous ces paramètres-là pour Isabelle. une estimation. Isabelle, pour compléter. Alors, pour moi, le prix du marché, c'est le jeu qui est entre l'offre et la demande, tout simplement. C'est ça le prix du marché. Le prix du marché est fixé en fin de compte par ce qu'un acquéreur est prêt à mettre. Voilà, D'accord. C'est ça, le prix du marché. Après, il y a le prix de l'expertise. Le prix de l'expertise, d'accord, est fixé en fonction des caractéristiques juridiques, administratives, financières et urbanistiques. Là, on entre dans beaucoup plus de précision, d'accord. On affine le prix et on prend en compte effectivement tout ce dont M. Lubino vient de parler. L'environnement, l'entourage, La qualité des matériaux. la qualité des matériaux et tout ça effectivement. Là, là c'est le prix de l'expertise. Là, c'est autre chose. Il y a des experts immobiliers qui le font. Il y a aussi des agents immobiliers qui ont aussi La casquette d'expert. la casquette effectivement d'expert aussi immobilier. Mais le prix du marché, c'est ce qu'un acquéreur est prêt à mettre. Et c'est pour ça que les prix flambent en fin de compte en Guadeloupe. C'est parce qu'il y a des acquéreurs qui sont prêts à mettre au-dessus de ce que vaut une maison ou un bien. Donc, pour gagner ce marché. Tant qu'on aura des personnes qui vont mettre 300 000 euros sur un bien alors qu'il vaut 200 000 euros, on va avoir des prix qui explosent. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en résumé? Donc, tu as dit qu'il y a eu un ralentissement, mais avant ce ralentissement, parce qu'il y a eu plusieurs conjonctures, il y a eu le Covid, donc il y a pas plusieurs paramètres. Maintenant, il y a la crise en Ukraine, ce qui fait que les banques sont frileuses et tout. Il peut y avoir des éléments qui expliquent. Mais avant cette fameuse crise-là, est-ce qu'il y a un fort appel? Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de vendeurs ou il y a beaucoup de demandes? Toujours beaucoup plus de demandes. D'accord. C'est La un Guadeloupe marché. est attractive. Oui. Est-ce que ce sont des demandes? Est-ce qu'on peut localiser ces demandes? Est-ce qu'on a une forte demande de l'extérieur? On va dire les choses, hein, nous là pour dire les choses. Hein. Est-ce que ce sont des Guadeloupéens qui... Pourquoi Harry? Est-ce que c'est des Guadeloupéens qui souhaitent acheter? Voilà, un couple qui souhaite acquérir un bien. Est-ce que c'est des gens de l'étranger qui viennent? Est-ce que c'est des gens de la diaspora qui viennent, qui achètent depuis la diaspora? Qui achète? Cette offre venant, la demande, elle vient d'où? Alors, avant le Covid, il y avait une demande accrue de l'étranger pour l'acquisition
de biens non bâtis, on l'appelle. Donc ce sont des terrains, D'accord, le foncier. voilà, de foncier pour pouvoir justement aménager des produits touristiques, donc des biens par exemple touristiques. Destiné à la location. C'est ça, exactement. Parce que à la clé, il y avait aussi des dispositifs Voilà. fiscaux qui s'y Tu as prêtaient. dit il y avait, ça n'existe Il y a plus. toujours, D'accord. mais ça. Donc il y a une la activité qui fait. Ben oui, la crise Covid a montré en fin de compte que la location saisonnière du coup s'effondrait un peu. Donc du coup, il y a eu un ralentissement en fin de compte, non D'accord, seulement je des comprends personnes qui décident de donner, et puis les banques aussi. Mais ça existe toujours. Mais effectivement, avant cela, pendant peut-être on va dire 3-4 ans, avant le Covid, peut-être même avant, mais il y avait effectivement cette demande de l'étranger pour du foncier, pour mettre des gîtes. Donc Des alors c'est gîtes. immobilier business qui- Immobilier business, immobilier aussi résidentiel, mais en général, ceux qui viennent de l'étranger, ils ont compris la logique d'éducation financière. Donc, ils allient le résidentiel à de la rentabilité. Expliquez. Jean-Luc a déjà mal à la tête. Expliquez. Il faut qu'on soit clair. Ils allient le résidentiel. Ça veut dire que je veux mettre un gîte, mais je veux habiter sur mon gîte aussi. J'en fais ma soeur. Où j'ai Je effectivement... n'ai pas entendu. Comment? Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Non, elle a dit qu'il faut allier le résidentiel à la dimension business. Ça sous-entend que je veux mettre en place un bien touristique, mais je veux y résider. C'est ça, voilà. Donc, il y a la dimension purement business, il y a la dimension effectivement où moi j'ai envie de vivre dans un pays effectivement magnifique, Avec une qualité de vie. une qualité de vie et pouvoir aussi faire du business entre-temps. Donc je vends tout ce que j'ai là-bas, j'ai effectivement un autre pouvoir d'achat et je peux effectivement investir Alors, ici. une question que je pose à vous deux. Est-ce que ce sont des gens fortunés ou des gens de la classe moyenne? C'est une question qu'on se pose. Qui veulent venir acheter un bien pour pouvoir faire un projet business. Déjà, quand vous vous projetez à vous déplacer, donc vous expatrier, vous avez déjà effectivement un autre état d'esprit. Ce ne sont pas des gens, effectivement, des petits sont comme on dit brièvement, de la France qui veulent venir en Guadeloupe, qui achètent un petit bien comme ça et qui sont contentes. Voilà. Donc en général, ce sont des gens qui ont une logique de vouloir effectivement faire du business là où ils vont ou de s'expatrier pour pouvoir profiter de la qualité de vie avec déjà effectivement une richesse qu'ils ont déjà acquis avant. Voilà. N'oublions pas que les capacités financières aussi de ces personnes sont beaucoup plus importantes que celles des résidents, puisque le prix du mètre carré en France, en province, en région parisienne est beaucoup plus important. Et ils arrivent avec, quand on voit les émissions aujourd'hui de télé-réalité, vous achetez un bien à 600 000, 700 000 euros, c'est la moyenne, 500 000, 600 000 euros au niveau national. Ici, c'est pas du tout le cas. Donc quand ils viennent, ils ont déjà une manne financière que ne peut pas forcément mobiliser les résidents. Quoi. C'est vrai. Oui, surtout que c'est les gens que la plupart qui vont vendre ce qu'ils ont déjà. Tout à fait. Ils ont déjà les apports. C'est un investissement. Tout à fait. C'est un investissement. On va partir du côté des interviews, s'il te plaît. On va écouter ce que nous disent nos téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes sur Canal 10. Je regarde ton thème, l'immobilier en Guadeloupe, quel marché, quelles opportunités pour qui? L'immobilier, est-ce que c'est de l'immobilier d'affaires? Est-ce que c'est de l'immobilier pour les particuliers? Est-ce que c'est de l'immobilier dans le cadre des collectivités pour l'aménagement du territoire? Et dans chacun des cas, les opportunités sont différentes, les financements sont différents et les besoins sont différents. Alors après, il y a une population qui habite sur un territoire qui diminue et dont les moyens financiers ne sont pas extensibles, en tout cas pas avant une reprise économique majeure. Moi, je parlerai des particuliers qui cherchent, comme l'idéal français, à être propriétaires de leurs biens pour pouvoir transmettre peut-être un bout de terrain et une maison à leurs enfants ou simplement assurer leurs vieux jours. L'acquisition, elle tient compte des taux du marché qui sont en train de monter. Donc, ça suppose de plus en plus des apports personnels assez conséquents. Donc, forcément, ce sont ceux qui auront ces liquidités qui pourront acquérir.
à moins d'être aidé dans certains dispositifs. Et même là, c'est compliqué. Donc, ça n'est pas impossible, mais les temps sont difficiles. Et pourtant, c'est le moment d'investir parce que la remontée des taux, ben, je pense qu'elle sera durable. Alors après, les opportunités, ben, on a toujours quelques bonnes affaires. Il y a aussi, il faut voir aussi au niveau des collectivités et des bailleurs sociaux sur l'innovation, je dirais, financière autour de ces acquisitions pour permettre aux ménages d'acquérir leur logement. Dans quel cadre? Et même dans ces cadres-là, est-ce qu'on veut forcément être en mitoyenneté avec des voisins qu'on n'a pas choisis, dans un cadre qu'on n'a pas choisi? Parce que, bon, disons-le bien, on est comme on est, hein? Donc, on aime aussi notre précaré et on a nos a priori. Donc, c'est compliqué. Voilà. Le marché de l'immobilier, c'est un marché très particulier, hein. En fait, qui dit marché dit une offre et une demande. Et il faudrait-il que ce marché puisse être en équilibre, c'est-à-dire que l'offre puisse correspondre également à la demande. Alors c'est vrai qu'en Guadeloupe, on a un vrai problème. On arrive à un épuisement en matière donc, de ressources naturelles, donc on ne peut pas construire partout. Mais par contre, il y a un point important, c'est que dans certaines communes, on découvre énormément donc de dents creuses, hein, ce que les urbanistes appellent des dents creuses, c'est-à-dire beaucoup de villes où vous avez bien des maisons en ruine, problème lié à l'indivision, hein, qui est légion sous nos latitudes et qui me semble être une opportunité. Donc avant même de chercher de nouvelles zones de construction et de déclasser les terrains, hypothéquant ainsi donc l'agriculture, il serait intéressant d'offrir au maximum de concitoyens donc guadeloupéens la possibilité d'exploiter donc ces dents creuses. Et en général, eh bien, ces dents creuses sont assez bien placées et je ne connais pas en Guadeloupe une commune qui ne souffre pas donc de maisons abandonnées. Les enfants sont partis, personne n'a pris le soin de régler les problèmes de division et par conséquent donc la maison se dégrade ou bien on a construit donc une grande maison, les enfants sont partis. Bon bref, il existe beaucoup de logements en Guadeloupe. Mais le problème qui se pose, est-ce que ces logements sont, comment dirais-je, optimisés, hein? Est-ce que réellement on a pris le soin de les identifier, de les répertorier et donc je pense que ça c'est un travail que les communes devraient faire individuellement avec certaines qui s'en sortent un peu mieux que d'autres. Le marché de l'immobilier, c'est un marché... C'est moi là. D'accord. Une réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Alors, effectivement, ce que le monsieur, le dernier auditeur était en train d'exprimer, effectivement, il y a beaucoup de dents creuses en Guadeloupe. Alors, les dents creuses, les fameuses dents creuses, oui, il y a déjà une étude qui avait déjà été menée, il me semble, par l'EPF, je ne sais pas si vous connaissez, l'établissement public foncier de la Guadeloupe, pour le compte des communes, parce qu'elle agit pour le compte des communes. Alors effectivement, ces dents creuses proviennent de successions non réglées. Et parfois, vous avez aussi des maisons, tout simplement, qui sont sur des terrains aussi qui ne leur appartiennent pas. Il y a ça aussi en Guadeloupe. Il ne faut pas oublier que, hormis l'indivision, il y a aussi des maisons, après Hugo, qui ont été construites sur des terrains qui ne leur appartenaient pas. Puisque la commune leur a dit, allez-y, vous pouvez y aller, il faut bien reconstruire, il faut bien aller quelque part. Donc, il faut pouvoir effectivement non seulement retrouver aussi les propriétaires des terrains, et puis aussi pouvoir s'entretenir avec la personne qui a construit la maison. Il y a aussi des gens qui étaient dans l'agriculture qui disaient, bon, c'est terrain à main tête, c'est terrain à moins, on peut mettre où là, on peut construire casa. Malheureusement, effectivement, c'était dans la mentalité des gens de l'époque. Et effectivement, on n'a pas de titre, la dimension juridique n'était pas mis en adéquation avec le pratique. Parce que pour les gens de l'époque, eux, c'était leur vie du quotidien.
Alors, est-ce que ça sous-entend, parce que tout à l'heure on a parlé de l'appel par rapport à du foncier extérieur, alors est-ce que ça sous-entend que justement cette question d'indivision représente un nouveau marché? Alors, effectivement, il faut comprendre pourquoi je vous ai dit aussi que le marché, malgré tout, de l'immobilier était dynamique. C'est parce qu'il y a quand même plus de demandes que d'offres. Donc, l'offre est quand même, elle est pauvre. Voilà. Donc, sur des biens qu'on peut, sur lesquels on peut faire de la transaction tout de suite. D'accord? Maintenant, ces biens, effectivement, qui sont issus de successions non réglées, d'accord? Ça prend beaucoup plus de temps. Donc oui, effectivement, il y a peut-être un vivier, mais il y a vraiment il y a vraiment une dimension très humaine à mettre en œuvre, ce qu'on fait effectivement, et des stratégies à mettre en place pour régulariser. Donc oui, il y a beaucoup de personnes que ça intéresse, puisqu'ils voient ce qu'on voit effectivement physiquement, c'est pas forcément ce qui existe au niveau administratif. Et beaucoup de personnes aussi, je le dis, beaucoup de personnes aussi, il faut vraiment pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Beaucoup de personnes en Guadeloupe habitent sur un terrain sur lequel il est borné, sur lequel ils ont une parcelle qui est bornée et qui, selon eux, leur appartient. Mais à l'époque, les géomètres experts pouvaient détacher et diviser des parcelles sans pour autant que les gens aillent chez le notaire faire le partage. Donc, ils sont toujours dans les divisions. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas propriétaires, quand bien même ils ont un titre de propriété. Occupants. Ils sont occupants. Toujours. Ok. Je vais dire vulgairement, c'est méchant de dire ça, mais ce sont des squatteurs. Ok. Est-ce qu'ils le savent pas? Squatteurs conscients ou inconscients? Voilà. Conscients et informés ou non informés. Je suis d'accord, bien entendu. Voilà. Isabelle, tu as une question? Oui, vas-y. Oui, donc je vais simplement dire que, quand bien même qu'on aurait pu faire ce travail-là, mais il faut savoir qu'effectivement, c'est un travail de longue haleine. Ça veut dire qu'effectivement, il faudrait prendre le temps de le faire, donc le temps, l'énergie et l'argent. Donc après, c'est vrai que si le travail en amont était fait, c'est-à-dire que chaque commune pouvait, par exemple, rassembler un peu toutes ces maisons qui sont abandonnées, mais c'est vrai que ça pourrait faciliter votre travail. Avancer le travail de ces personnes-là, parce que c'est vrai que c'est vraiment très, très, très beau, ça. Alors, justement, par rapport à... On va essayer d'avancer un petit peu. Sur la question de l'indivision, donc, la proposition que faisait Jean-Luc était de faire en sorte de passer par les communes pour déjà déblayer, identifier les différents acteurs. Mais moi, en France, on a l'impression, quand on regarde les magazines, qu'il y a beaucoup plus de demandes, d'offres de rénovation, d'achat de biens existants pour la rénovation et de la vente, de la revente. Et est-ce que c'est la même chose ici, ou est-ce qu'on est plutôt sur des questions de, comme tu disais, achat de foncier pour construire ma maison, ou bien achat de foncier pour construire des gîtes, etc. Alors, quelle est la différence qu'on peut faire avec le marché? Alors, c'est vrai qu'il y a quand même, selon encore effectivement l'étude qui a été menée par l'Observatoire, il y a plus de ventes effectivement d'appartements, de maisons et de terrains. D'accord? Donc, tout de même, bon, après, il y a sûrement effectivement des ventes d'appartements neufs. Donc, il y a sûrement du neuf aussi dedans. Mais l'ancien, ça se fait toujours. Les gens achètent toujours de l'ancien, effectivement, et puis ils retapent, et puis effectivement, ils vivent dedans, bien ils louent. Ça se fait toujours. Comme par exemple sur les tours en Quetil, ça c'est du pain béni. Ils adorent ce genre de biens, Pointe-à-Pitre, ou bien Anse des Rochers, c'est aussi des appartements. Donc oui, il y a des biens de ce genre. Alors maintenant, pour dire qu'effectivement, comme en France, vous avez des immeubles, comme on appelle les immeubles de rapport, où vous pouvez acheter l'ensemble et puis faire de la découpe, vendre ou bien faire de la location pour chaque lot, etc. Il y a moins. Les seuls immeubles qu'on peut réellement trouver où il y a cette vraie notion de rentabilité, c'est sur Pointe-à-Pitre. Mais bon, on n'est pas tous à vouloir investir sur Pointe-à-Pitre. Il faut dire les choses. Voilà, donc, oui, il y a les biens, effectivement, qui sont détériorés, qu'on voit souvent, effectivement, dès qu'on passe quelque part, c'est sûrement des biens de succession non réglés. Mais il faut savoir que les gens, parfois, ils ont essayé et ils se sont orientés à ce dont je vous ai parlé. Voilà. Beaucoup d'énergie dépensée. Alors, est-ce que la question, on parle beaucoup des SCI, oui. les SCI, qui serait une solution pour les familles, mais on parle de l'existant, parce que quand le parent décède, il est déjà trop tard.
est-ce que ça serait une solution pour pouvoir transmettre le bien sans avoir à passer par toute cet arsenal administratif et tout ça? Alors, pour transmettre, pour la transmission du vivant, c'est clair ce serait bien de mettre en place effectivement un process, non, au moins une stratégie. Comme je dis aux gens, il faut avoir toujours un objectif, une stratégie alliée à l'objectif. Voilà. Donc maintenant, tout dépend des familles. D'accord. Donc la SCI, faut bien comprendre quand même qu'il faut qu'on soit tous d'accord. Il faut qu'on soit tous aussi en bon terme, parce que ce sont des parts sociales. Ce sont des parts sociales et si toutefois un jour les biens sont alloués à tel, il faut une dissolution, il faut que tout le monde en soit d'accord, parce que c'est un procès verbal en fin de compte qui va définir tout ça, mais il faut que tout le monde signe à la base. À la limite, ce qu'ils peuvent faire, c'est une convention d'indivision. C'est mieux, c'est moins coûteux. Voilà, donc ça permet effectivement de mieux gérer l'indivision. Et avec la convention d'indivision, on peut aux 2/3 des personnes qui sont d'accord signer des actes effectivement d'administration. Mais est-ce qu'une convention d'indivision, un agent immobilier peut la gérer une fois à l'échelle notaire obligatoirement? Alors la convention d'indivision est gérée, est rédigée par le notaire. D'accord. Par la suite, voilà, forcément le notaire. Par la suite, elle peut être administrée par une tierce personne, un mandataire. Donc, si l'indivision ne veut pas effectivement s'en charger, parce que c'est souvent la même chose, vous entendez toujours les gens dire ça, mais c'est toujours moi qui m'occupe de ça, je ne suis pas payée, ça fait beaucoup d'allées et venues. OK, on peut confier à un professionnel, un mandataire qui s'occupe effectivement de la gestion des biens indivis. Voilà. Isabelle et Jean-Luc, très souvent, on entend indivision, c'est mon parentanio, guadeloupéen parentanio, etc. Est-ce que c'est un problème d'entente ou un problème d'argent? Alors, je vais dire les choses très franchement. On est sur une émission franche. Il faut. Et sérieuse. Voilà. C'est souvent... Respire. Ouais. Alors, la majorité... Parce que, du coup, moi, je réfléchissais à ça avant de venir ici. Je me disais quelles étaient réellement les raisons d'accord, de cette situation. Je vais dire que 70% des raisons, c'est émotionnel. 70%. C'est l'entente. L'émotionnel. C'est pas l'entente seulement, en fin de compte. Parce que plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Qu'est-ce que tu appelles l'émotionnel? C'est une question, parfois il y a de l'ego dedans, parfois il y a aussi du dépit, parfois il y a de la colère. C'est aussi parfois des problèmes qui naissent depuis l'enfance. Des histoires familiales Oui, parce que la maman ou le papa, en fin de compte, ils ont mis de côté l'un des enfants et puis l'autre pas, etc. Donc du coup, ça a créé des frustrations. C'est souvent l'émotionnel, comme je dis, naît de frustration. Donc, le gros problème, effectivement, c'est la gestion de nos émotions et le fait, effectivement, de rester froid par rapport à ce qu'on peut faire ou pas. Quand on dit, oui, de toute façon, je vais te barrer, tu n'auras pas ton bien, il y a des leviers, il y a des lois pour ça. Mais, dans la tête des autres co-indivisaires, il va y arriver, donc ils disent, oh là 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 là. Et puis, donc, on a d'autres qui disent... 60% selon toi, ton expérience. Jean-Luc, tu nous donneras ton pronostic. 60% pour toi, c'est l'émotionnel, et le reste, c'est payer les taxes, tout ce que la famille n'a pas payé avant, c'est le coût, les frais de notaire. Et la méconnaissance. Ça, c'est très important parce que, attention, encore une fois, je dis ça aux gens, c'est bien qu'il y ait cette émission et j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais il faut bien comprendre, quand je dis à mes clients, ne faites pas la confusion entre relevé de propriété et la propriété. Voilà. Quand vous venez avec un document fiscal, moi, ça ne m'intéresse pas. Le document fiscal, pour moi, ne relève pas de la propriété. Ce qui relève de la propriété, c'est ce qui a été enregistré et publié au service des hypothèques. D'accord. Jean-Luc, un complément? Alors, moi, effectivement, je vois tout à fait Isabelle sur ce point-là. Mais je n'aurais pas mis tout ça en pourcentage d'émotionnel, justement. Donc, toi, c'est combien? Parce que les autres sont... Comment? Toi, c'est combien? Ouais, je suis sur plus 50, 40. En fait, le plus souvent, pour moi, moi, ce que j'aurais dit vraiment problème, c'est la méconnaissance. C'est que le plus souvent, les gens, ils ne sont pas forcément au courant de comment ça se passe au niveau de l'administratif. Donc, ça donne comme ça. Le bien qu'ils ont, par exemple, ça peut dormir pendant un bon moment, alors qu'après, ils se réveillent et disent, ah ouais, mais il faudrait qu'on s'en occupe, mais ils ne savent pas. Les gens, ils sont vraiment pas au courant de comment ça se passe au niveau de l'immobilier. Il suffit qu'il y en ait un qui se réveille, qui se dit, bon, moi, j'ai envie qu'on avance sur ça, et après, finalement, il va contacter les autres. Et après, c'est vrai, effectivement, si jamais il y a des problèmes émotionnels, comme dirait Isabelle,
ça va pour retarder un peu les ventes, quoi. Très bien. Mais je n'aurais pas dit tout ça quand même. Et la reconnaissance, pour moi, c'est le plus gros. C'est pour ça que je pense qu'il faut informer les gens sur faire un travail d'information sur ce genre de type. C'est pour ça que l'émission elle est très très bien pour ça, quoi. Justement, en parlant de l'émission, très bien, elle est terminée. Alors, ce qu'on va faire, on va se revoir. On va essayer de voir si on peut, si tu es disponible, si lui est disponible. Et on avait un autre intervenant aussi qui n'a pas pu venir. Si on peut revoir ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la question de la fiscalité, c'est important de savoir quels sont les avantages. Il y a des fiscalisations, est-ce qu'elle intervient aussi pour ce genre de choses? Comment développer un marché sans fragiliser l'équilibre de notre île? Nous sommes une île. Puis on n'a pas abordé non plus le rôle des institutions dans notre marché immobilier. Voilà. Donc ça encore, c'est une autre partie importante. Alors vous là, qui nous regardez, posez vos questions. On va vous rappeler Facebook de Canal 10, Facebook de Culture Business. Donc posez vos questions pour la semaine prochaine si on peut, si tu es disponible, ou bien sinon on reprogrammera. Mais on va faire un deuxième volet parce que vraiment c'est une question épineuse. Mais je vous remercie les deux intervenants parce que je pense que ça a été clair. Tout à fait, très clair. Ouais, très clair. Et on voit aussi la problématique qui paraît énorme et l'urgence d'informer. Ça c'est ça qui ressort de cette émission. Rappelle tes coordonnées, s'il te plaît. J'aime beaucoup ta démarche. Franchement, non, mais ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Très pédagogique. On vote pour elle? Voilà. Remets le visuel, s'il te plaît. Et monsieur Lubino aussi. Merci. Moi aussi, j'aime bien. Franchement. Oui, vas-y. Alors, la prochaine fois, je vais venir Tu vas dormir à Canal 10 la veille, ça sera mieux. Ouais. Je dirais, sur le plateau, c'est plus confortable, à mon avis. Voilà, donc il y a... On ne sait pas très bien, on ne sait pas comment intervenir, donc c'est ça. Voilà. Alors, il y a un numéro de téléphone 06 90 171 452 et un fixe 860 434. 86 04 34. Voilà. 86 Donc, 04 34. 86 04 34. Voilà. Merci à toi. Les informations sont là, vous notez. Faites partager cette émission, est importante pour vos familles. Si vous avez des questions, si on a besoin pour la prochaine fois. Attends, juste mets l'image pour M. Libino, pour si on veut le contacter, s'il te plaît, de manière à ce que... Voilà, il y a les numéros de téléphone aussi, 06 24 20 69 08. Il y a aussi un mail, jean-luc.lubino@... Qu'est-ce qui manquait là? Il y a des France. Voilà. Merci, M. Lubino. Merci beaucoup. Voilà. Isabelle, merci. Et bonne soirée à tous, bon week-end. Je vous donne la parole. Isabelle, merci. Alors, pour moi aussi, je remercie les auditeurs et je vous remercie de m'avoir invité effectivement à cette émission, en espérant effectivement qu'il y en ait d'autres pour informer la population. Et ce que je dis effectivement aux auditeurs, c'est de ne pas avoir peur de pouvoir rentrer dans ce genre de situation, même si elle paraît insurmontable. Mais il y a des personnes, il y a des professionnels pour vous accompagner. Donc, si vous vous sentez perdu, on est là. Donc, venez nous voir au 05 90 86 04 34. Très bien. Moi, je vais laisser ça comme une idée pour la prochaine émission sur l'immobilier. C'est que on parle beaucoup du pays Guadeloupe. Il y a des actions qui sont menées au niveau économique. Mais si tel n'a pas tant nous, qui j'en aurais fait? Alors, nous réfléchissons pour ça nous a rester là. Voilà. Donc, c'est une vraie question qui dépasse le côté légal, qui dépasse tout ça. Mais réfléchissons à comment garder ce qui nous appartient. Parce que si les autres achetaient en nous payons à casa nous encore. Clairement. D'accord? Donc, on nous réfléchit et que l'on veuille ou que l'on ne veuille pas, ça va passer par un changement. Le changement, ça cache au boulet monde. Mais à la fin, il y a une solution. Donc, il faut que chacun s'engage sur ce terrain-là. Chaque propriétaire, chaque enfant, chaque parent s'engage pour la Guadeloupe pour ça. C'est super important. On a vu ta gravité, Brigitte. Tout à fait. Alors, je rejoins ce qu'on s'est mis. Il y a des organisations politiques qui ont déjà fait des propositions en ce sens. Et nous avons aussi nos amis de la Caraïbe. Dans certains pays de Caraïbes, on ne peut devenir acquéreur, propriétaire du foncier de l'île qu'au bout d'un certain nombre de temps. Donc, il y a sur le territoire en question. Donc, il y a des propositions qui sont faites. Je ne dirai pas qui, donc on verra ça la semaine prochaine. Mais comme dit François, il y a un changement. On doit passer par un changement. Et le changement, il n'est autre que institutionnel. Ça marche. Merci Isabelle.
À bientôt. À bientôt. Et vous, bon appétit. À la semaine prochaine. À très Ok? bientôt. N'oubliez pas, posez vos questions. Hein. Merci. Ouais.